Donc on a vu l'école naturelle qui nous dit que le droit se retrouvait dans la nature et on l'a pris, l'homme il l'a pris et il l'a utilisé le plus naturellement possible. Et du coup, la critique qu'on lui a proposée, juste une parmi d'autres, mais la plus importante, à savoir que l'esclave dans la nature restera esclave dans la société organisée et le maître sera toujours maître. Ce qui est douteux. On a vu après l'école sociologique qui nous dit que le droit, en fait, il ne vient pas de la nature, mais il émane de la société. C'est les sociétés qui sécrètent d'elles-mêmes dans ces interactions les règles de droit. Question, est-ce que c'est la société, le droit qui change la société ou c'est la société qui change les règles de droit? Ils prétendent que c'est la société. En fait, c'est vrai, il y a des choses, c'est-à-dire le législateur, c'est une émanation de la société. Mais quelquefois, le droit prend l'initiative et édicte, écrit des règles de droit qui orientent la société et donc qui influencent le comportement de la société. On a donné aussi l'exemple d'une minorité qui décide pour la majorité. On arrive au droit, à la définition du positivisme purement juridique. Celle-là, elle révèle aussi, elle est nouvelle, elle révèle l'arrivée de l'État moderne. Et l'État moderne, quand il a été constitué, ou quand on commence à le constituer, il a des résistances face à lui. Les États anciens, les organisations anciennes résistent à cet État nouveau, d'autant plus qu'il représente ce que nieront tous ces présentateurs auparavant, des intérêts différents. Et là, l'école positiviste, elle est à mi-chemin. Elle a un pied dans la modernité, dans l'État moderne, et elle a un pied un peu en arrière, dans ce qui a précédé la fin du Moyen-Âge et le Moyen-Âge. Donc cette approche, elle se dit neutre. Le droit positif, il est neutre, qu'il émane de l'État, et il faut du souverain, et il faut le prendre en considération. Il faut être assujetti à ce droit. On ne peut pas le discuter, on ne peut pas lui résister. Donc elle préconise d'étudier et travailler le droit sur les bases fournies par ce droit même d'une manière dite scientifique. La définition s'apparente à ce qu'on va voir après, à la tendance formelle. Seulement, il y a question du contenu de la règle juridique et des procédures légales de sa mise en œuvre établies par le droit lui-même. En somme, diront les critiques, la définition tourne en rond pour conduire au fétichisme de la loi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la loi, les règles de droit, édictées par le souverain, par l'État, s'imposent aux individus sans que ces individus puissent le résister ou les critiquer. C'est pour ça qu'on dit purement positif. On pose les règles de droit et tout le monde doit obéir à ces règles de droit sans voir l'origine ou discuter de l'origine des règles de droit. Ça s'apparente à l'évolution de l'État moderne, comme je disais, parce qu'au départ, pour construire l'État, il y avait le besoin d'absolutisme, c'est-à-dire le souverain. On a coupé le lien avec le Vatican en Europe et on est en train de fonder une nouvelle construction étatique. Il y a des résistances et à ce moment-là, on donne toute la puissance, tous les moyens aux mains du souverain pour qu'il s'impose, qu'il impose l'État moderne. Et jusque-là, ça se comprend. Ça, le fétichisme, c'est-à-dire que la loi, la règle de droit, elle est ce qu'elle est, elle doit être acceptée. À ce moment-là, mais juste un peu plus tard, non. Ça ne se comprend pas. On tombe dans les critiques auparavant. Donc l'approche confère au droit une importance égale à celle de la force, puisqu'il s'impose de lui-même. Il est édicté et il doit être
pris en considération, sinon la sanction tombe. Elles veulent, c'est vrai, briser la résistance de l'homme pour asseoir l'autorité de l'État moderne. C'est vrai, mais sans se préoccuper des enjeux en conflit au sein de la société moderne. Et de ce fait, les pires abus et les plus atroces excès pourront être légitimés, consacrés par le droit. Autrement dit, on a échappé à la tyrannie de l'Église pour construire quelque chose de nouveau, et on tombe en quoi? Sur la tyrannie du souverain. Du moment que tout le monde doit accepter la règle de droit comme elle est, sans en discuter, sans en savoir la source, c'est du totalitarisme, pardon. Donc l'approche, elle a cette limite-là. Elle se justifie historiquement par la fondation et la construction de l'État moderne. Et d'ailleurs, on le voit jusqu'à une date récente, des dates récentes, des États comme la France et les Jacobins, ça veut dire quoi? Qu'il est centralisé, l'administration est centralisée. On ne fait pas confiance aux régions, on ne fait pas confiance aux populations constituantes de l'État. Et c'est pareil pour le Maroc, c'est pareil pour d'autres pays. La régionalisation va être promue au moment même où l'État acquiert la confiance des populations. Et il acquiert aussi la certitude qu'il n'est pas rejeté, qu'il est accepté. Et donc, il va ouvrir le débat. Il va permettre la participation des uns et des autres dans la prise de décision politique et dans la pose des règles de droit. Après, l'école matérialiste est apparue et, comme je l'ai dit, elle s'apparente, ces trois-là, elles constituent la fin du débat ancien avec les restes, les résidus des anciens régimes, pour poser la rationalité actuelle, la rationalité qui va se développer avec la révolution industrielle, l'État moderne et le droit positif tel qu'on le connaît. L'école matérialiste, elle va dire, ou elle va constater, reconnaître qu'en fait le droit est un instrument de domination d'une classe sociale sur les autres. Il en exprime la volonté et protège les intérêts parce qu'il traduit le mode de production de la vie matérielle et les rapports de force qui découlent. C'est par la première fois donc qu'on reconnaît les antagonismes, ou on appelle à reconnaître les antagonismes au sein de la société. Et de ce fait, comme auparavant, un groupe dominant va essayer d'imposer ces règles de droit, les règles de droit, ce qui sont les siennes, qui protègent ses intérêts à lui. Et de ce fait, les reconnaître, c'est appeler à la négociation des intérêts. La négociation des intérêts. En fait, on veut enlever le droit d'édicter des règles de droit au souverain pour les donner à des instances nouvelles qui produisent le droit dans une négociation entre groupes, entre classes. Donc la définition du droit passe au second plan ici, au profit de la définition préalable de l'organisation économique et politique des relations sociales, dont le droit est le reflet. Un reflet trompeur, on dira Miaille, le doyen Miaille. Parce que l'égalité entre les individus prônée par la règle de droit positif n'est pas vraiment toujours respectée. Parce que justement, celui qui a des intérêts importants pèse automatiquement plus que celui qui n'a pas d'intérêt du tout. C'est tout l'enjeu. On arrive là à la modernité. Dans les années 70, le doyen Miaille a donné à cette approche une dimension plus intéressante. C'est la modernité, comme je disais, en évoquant la structure complexe des causalités qui appartiennent à ces différents niveaux de la production et la reproduction des règles de droit. Autrement dit, tous les éléments
participent à la création du droit. L'interaction sociale, l'activité économique, la propriété privée et le développement culturel des individus et de la société en général. C'est une interactivité entre l'économie, le politique et le social qui est mise en œuvre, qui est développée pour expliquer l'élaboration des règles de droit. Et c'est pour ça qu'on parle de la modernité. On reconnaissait, bien sûr, l'école matérialiste fait référence à Marx et autres. Là, on ne parle pas du volet politique du discours marxiste, non. On parle seulement des explications de l'évolution, la création et le développement des règles de droit. Donc, avec l'école matérialiste, on a une approche plus réaliste. Pourquoi? Parce qu'elle met en évidence les intérêts des groupes. Et donc, une fois qu'ils sont mis en évidence, c'est plus facile de les négocier entre groupes. Parce que le despotisme dans le droit positiviste, dans l'approche positiviste, ou les autres définitions qui échappent, qui essaient d'échapper à la réalité, nient ces conflits d'intérêts. Et la négation des conflits d'intérêts ne facilite pas la chose, parce qu'une fois qu'on a nié quelque chose, on ne va pas en discuter. Et de ce fait, on bloque la situation. On empêche l'État d'évoluer. L'État tel qu'on le veut, tel qu'on le souhaite. Avec cette introduction des antagonismes au sein de la société, que révèlent les règles de droit, on ouvre la voie vers la négociation de ces intérêts. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Donc ce n'est plus le souverain qui édicte les lois, c'est le Parlement. Et au sein du Parlement, on fait quoi? On discute des règles de droit, on discute des lois, et on trouve des consensus. Chacun fait des concessions, chacun défend ses intérêts. Et à ce moment-là, c'est plus facile d'édicter des règles de droit qui font l'unanimité, qui ne seront pas contestées violemment. On peut contester les règles de droit quand elles ne sont pas dans notre intérêt, mais sans violence. C'est tout l'enjeu de la règle de droit. C'est justement exclure la violence, les violences qui étaient auparavant, pour entrer dans une ère nouvelle, qui est la négociation des intérêts, pour faire avancer l'État et tout ce qui s'y apparente. On approche donc à l'autre approche, ou plutôt, on arrive à l'autre volet. On avait dit que là, on ne rentre plus dans la substance, dans le contenu de la règle, mais juste dans la forme de la règle. On a avancé dans la reconnaissance, c'est-à-dire de la règle de droit. Les écoles ont débattu pour arriver à l'école matérialiste qui met en évidence les antagonismes. Maintenant, on parle de la définition formelle. Qu'est-ce que c'est une règle de droit? Qu'est-ce qui est une règle de droit et qu'est-ce qui n'est pas une règle de droit? La démarche se limite à la règle de droit. Ensuite, de conduite établie et écrite. On privilégie d'abord l'aspect formel, l'écriture. C'est pour ça qu'on l'appelle la définition formelle. Ici, on a pris en considération les enjeux de la règle de droit tels qu'ils se sont révélés. Maintenant, la règle de droit, c'est quoi? C'est une règle de droit écrite. Elle privilégie la forme et l'écriture, la codification de l'ensemble des règles, et elle ajoute ensuite un second paramètre, la sanction. Autrement dit, quand on dit qu'il faut faire quelque chose, si on ne dit pas celui qui ne le fait pas sera sanctionné, ça n'a pas d'importance. Ce n'est plus une règle de droit. Quand on dit qu'il faut s'abstenir de faire quelque chose, et on ne dit pas que voilà la sanction de celui qui ne s'abstient pas de faire ça, ce n'est plus une règle de droit.
C'est juste des vœux, des souhaits. La règle de droit, elle, non. Elle doit, c'est une prescription écrite, mais elle contient la règle et la sanction attachée à la règle et au respect de la règle, ou plutôt le non-respect de la règle. Donc, toute prescription élaborée afin d'organiser les relations économiques, politiques et sociales et dont l'inobservation est assortie de sanctions est une règle de droit. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de divinité, c'est juste ce qui est codifié, écrit, mais ce n'est pas le positivisme purement juridique, c'est-à-dire ce n'est pas le souverain qui édicte les règles de droit, non, c'est une négociation au sein d'instances organisées par le droit, à savoir c'est le législateur qui pose les règles et qui nous dit ce qui est lié, attaché à ces règles, à savoir la sanction. Cette approche a permis une meilleure clarification, c'est vrai, parce que les règles de conduite dans la société, on va voir qu'ils sont nombreuses. Elle ignore le droit coutumier en général. Il y a les pays anglo-saxons qui continuent le droit coutumier. Mais quand on dit coutumier, en fait, d'une façon ou d'une autre, il est codifié. Ne serait-ce que par les juristes, pour raconter, pour dire, étudier, travailler avec les règles, il faut bien les écrire. On ne travaille pas oralement tout le temps. Donc il reste présent, quoique marginal, dans les pratiques ou pratiquement toutes les sociétés. Mais le débat à ce propos a de moins en moins d'importance, puisque même les pays anglo-saxons dont on parle, qui se distinguaient par un droit typiquement coutumier, en sont loin dans la pratique. Quand un juge rend une sentence, il écrit sa sentence. Et donc, il se réfère à un droit coutumier, mais il l'a codifié dans son texte. Le développement rapide en plus de la société moderne, sa complexité, celle des nouveaux antagonismes qui en découlent, et la mise en œuvre des règles juridiques oblige à la codification du droit. Les grands principes, peut-être, ils sont coutumiers, mais dans la pratique, l'évolution de la vie, les règles, elles sont écrites, ne serait-ce que dans les jugements. Donc, il n'y a pas seulement des règles de droit, il y avait, comme dans la société, des règles sociales et des règles morales. Juridiquement, la définition coupe le lien avec la règle morale. Pourquoi? Parce que la règle morale fait référence à la morale, à l'éthique, et donc, quelque part, à la religion. Or, s'il n'y a pas un texte qui écrit, qui nous dit que telle chose ne doit pas être faite ou doit être faite, quelqu'un ne peut pas vous dire que moralement c'est inacceptable et de ce fait c'est une règle de droit. Non. Ce qui n'est pas écrit, même si moralement inacceptable de le faire ou de ne pas le faire, ce n'est pas une règle de droit. Elle se rapporte, comme je l'ai dit, à la religion et à l'éthique, mais c'est une affaire personnelle. On est dans une société, on organise le droit positif, on organise une société qui se veut laïque. Et de ce fait, chacun a le droit de faire ce qu'il veut en dehors de ce qui permet et ce qui interdit le droit positif. On peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais on sanctionne. Il n'y a pas de sanction à cela. Tout au plus, il y a la sanction, c'est la colère des individus, la non-appréciation des gens qui n'apprécient pas ce comportement, mais ça reste là. Il y a ensuite, c'est-à-dire ça se rapporte à la morale, il y a la distinction entre la règle juridique et la règle sociale. Il y a des règles sociales, sont nombreuses. La politesse, le bon voisinage, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de marcher, tout ça, c'est des règles sociales.
Mais tant qu'il n'y a pas un texte qui interdit ou qui oblige de faire quelque chose, on peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais il n'y a pas de sanction. Donc ce n'est pas une règle de droit. Mettre un fichu sur la tête ou ne pas le mettre, c'est une question relative. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Hollande ou en Allemagne, des femmes peuvent avoir un fichu sur la tête, ça pose problème à personne. En France, c'est interdit, c'est la loi qui le veut, donc ça pose problème. La laïcité intervient, va plus loin, et intervient sur les symboles religieux. Mais tant qu'il n'y a pas de règles de droit, on ne peut pas s'opposer ou inciter à quelque chose. Donc, bien sûr, la règle morale peut apparaître dans le texte juridique. Et à ce moment-là, c'est une règle de droit, pas une règle morale. Comme la règle sociale. Vous êtes impoli avec quelqu'un, mais il ne faut pas que l'impolitesse arrive au stade de l'insulte. Parce que l'insulte, c'est interdit par le droit. Il est sanctionné par la règle de droit. Et de ce fait, c'est une règle de droit positive. Elle est sortie, on l'a pris dans les règles sociales et on a fait une règle de droit. Mais tant que ce n'est pas écrit, qu'il n'y a pas une sanction, c'est pas une règle. Donc c'est un degré, il y a un système de degrés. Jusqu'à un certain moment, l'impolitesse reste une impolitesse. Il est mal élevé, on dit elle est mal élevée ou il est mal élevé, et ça s'arrête là. Les gens ils sont contre, ça les repulse, mais ça s'arrête là. À un autre stade, vous portez atteinte aux individus, aux autres, et c'est la règle de droit. Il y a un texte juridique qui interdit l'insulte, qui interdit le racisme, qui interdit ou qui impose le respect des mœurs, le respect des autres. Et c'est pareil pour les règles morales. Donc, après on arrive à la théorie générale face aux autres disciplines juridiques. La distinction se fait ici, c'est la matrice, le système de production des règles de droit. On a parlé d'évolution de la définition, on arrive à la définition formelle qui a pris en considération l'évolution, qui reconnaît la substance, le contenu possible des règles et qui les définit. Ce qui n'est pas écrit et sanctionné n'est pas une règle de droit. Les règles sociales, les règles morales, c'est à côté, tant qu'elles ne sont pas codifiées. Comment on produit donc, les règles de droit? Eh bien, il y a la théorie générale du droit. La théorie générale du droit, c'est une conception intellectuelle, c'est un instrument intellectuel qui permet de produire les règles de droit. On verra en détail le moment venu. Donc seulement, on fait la distinction aussi ici entre des éléments qui s'apparentent dans la définition, mais qui ne sont pas la même chose. La théorie générale, d'abord, et les autres disciplines juridiques, et après, la théorie générale du droit proprement dite. La théorie générale, comme je dit, c'est les mécanismes de production de droit. Mais il faut la distinguer de la théorie générale, la théorie générale de la philosophie du droit. Il faut distinguer la théorie générale de l'anthropologie juridique et de la sociologie du droit. Ce sont des disciplines différentes. La théorie générale du droit, c'est l'essentiel même de l'introduction au droit positif. Comment on produit les règles de droit. Comment se développe, s'élargit, évoluent les règles de droit. Les études de la philosophie du droit, elles s'apparentent, elles vont plus loin. C'est-à-dire, elles ne s'arrêtent pas à la règle de droit actuelle d'aujourd'hui. Elles étudient l'éthique même
d'où vient la règle de droit, l'origine même éthique. Et là, ce n'est pas forcément une éthique religieuse, c'est une éthique philosophique, à savoir le sens de la justice, l'homme, la place de l'homme dans la société, et ainsi de suite. Donc la philosophie de droit, elle étudie le droit en amont, à l'origine, sur la philosophie positive et comment on arrive à développer les règles de droit, les corpus des règles de droit. Elle n'étudie pas la règle elle-même, mais juste ses origines éthiques. L'anthropologie juridique, elle va plus loin. Si la théorie générale étudie, produit, nous dit comment produire le droit, comment se développe le droit, comment on développe les règles de droit, la étudie l'arrière-fond philosophique des règles de droit, et le droit positif en l'occurrence. L'anthropologie juridique, elle va étudier les origines lointaines des règles de droit, à savoir ce qu'on faisait dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'on faisait avant même l'Antiquité, les empires, les sociétés disparues, comment elles vivaient, comment elles établissaient et comment elles développaient leurs règles de droit. Parce qu'il n'y a pas de société organisée sans règles de droit. Seulement, comme on l'a dit, chacune avait une référence. C'était des divins, c'était le roi divin, Dieu, c'était le ciel, c'était la nature, c'était chacun, il avait une référence. Mais l'essentiel, c'est qu'il fallait des règles de droit pour vivre en communauté. Et donc, c'est ça l'enjeu de l'anthropologie juridique. La sociologie de droit, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure dans la définition, s'occupe de l'interaction entre les règles de droit et la société. Qui fait quoi? Qui bouscule l'autre et qui fait développer l'autre? Est-ce que c'est la règle de droit ou est-ce que c'est la société? Et quelquefois, comme on a dit, tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt c'est le droit, on pense le droit à l'avenir, comment il sera, les intérêts, comment ils seront, l'évolution de la société, comment elle sera, et on développe des règles pour orienter la société dans un sens et l'empêcher d'aller dans un autre. Les comportements des individus. Et quelquefois, c'est l'inverse. La société qui se développe impose des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux qui n'existaient pas avant. Et donc, c'est la société, le développement de la société qui exige de nouvelles règles. Et donc, il y a interaction entre la société et les règles de droit. Mais ce n'est pas seulement un côté, ce n'est pas seulement la société qui fait évoluer les règles de droit, et ce n'est pas toujours et rien que le droit qui fait évoluer la société. Non, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Donc, pour ça, c'est pour distinguer les trois disciplines et s'arrêter à la théorie générale du droit. Le droit est-il une science telle qu'on l'étudie et qu'on va l'étudier schématiquement? Si la science est constituée de théories capables de résoudre un problème à partir d'un système conceptuel soumis dans ses conséquences logiques à la critique rationnelle, la théorie générale du droit et ses instruments de travail qui fondent la jurisprudence sont une science. Autrement dit, si toute conception de l'homme dans n'importe quelle science, quelle qu'elle soit, on dit c'est une science à partir du moment qu'on peut établir sa validité et surtout qu'elle accepte la critique. Donc les règles de droit, à ce moment-là, c'est une science. Pourquoi? Parce que dans un État, on prend l'exemple du Maroc, les règles de droit, telles qu'elles sont produites, les jugements tels qu'elles viennent, elles s'apparentent entre la ville de Oujda, de Casa, de Marrakech. Et l'organisation est telle qu'elle ne nie pas les différences. Elle n'ignore pas les différences. Elle n'interdit pas les différences dans l'édiction du droit, dans les prises de décision de justice. Non. On reconnaît cette marge, mais on a une organisation qui permet d'unifier les règles de droit. Et pas seulement, elle permet de codifier, d'unifier
et de développer le droit de façon à enlever les contradictions. Pourquoi? On cherche la composition, on compose, on fait des synthèses. Et c'est pour ça qu'il y a des tribunaux de première instance, les tribunaux d'appel et les cours suprêmes. Chaque fois, c'est-à-dire s'il y a une différence entre un jugement pour les mêmes faits, entre une ville et une autre, on arrive au deuxième degré où le tribunal doit unifier. Soit donner raison à un des juges, soit trouver une synthèse. Et s'il y a au niveau du deuxième degré de l'organisation, comme on le verra, ben, c'est à la Cour suprême d'unifier l'interprétation de la règle. Parce que ce n'est pas la règle qui est en jeu, c'est l'interprétation de la règle. Parce que le plus important, dans ce qu'on a dit, l'écriture et la forme, en fait, ça ne résout pas le problème. Ça nous définit le droit, mais le contenu, le substantiel, ce qui est dans la règle de droit, est passible de développement. Autrement dit, la différence entre un avocat et un autre, ce n'est pas que l'un connaît les règles et l'autre ne connaît pas les règles de droit. Non. Un bon avocat, il connaît les règles de droit. C'est son métier. Un très bon avocat, il sait interpréter de façon meilleure la règle de droit, le contenu de la règle de droit. Il adapte les intérêts de ses clients à la règle et la règle à les intérêts de ses clients. Et pour ça, il ne travaille pas seul. Il a besoin d'un ensemble, d'un bureau, d'un ensemble de personnes qui l'aident. Il doit, comme on le verra dans la théorie générale du droit. Donc la théorie générale du droit et ces instruments de travail qui fondent la jurisprudence sont une science. Comme je l'ai dit, ils produisent sans accepter les contradictions, mais ils font avec les contradictions. Ils ne les rejettent pas. On doit l'intégrer, la contradiction, lui trouver une synthèse au fur et à mesure de la pyramide, de la hiérarchie pyramidale de l'organisation judiciaire. Et donc, puisque cet ensemble permet de définir et classer le contenu des rapports humains en société et d'intégrer l'inconnu au fur et à mesure de sa découverte, quitte à se remettre lui-même en cause comme toute science. Autrement dit, une règle de droit qui est dépassée, elle ne va pas rester, elle ne va pas être appliquée, même si elle n'est plus adaptable à la société. Non, le législateur intervient, il écoute la jurisprudence, c'est quoi? L'ijtihad al-qada'i, ce que disent les juges qui disent le droit. Il écoute les juristes qui discutent des règles de droit. Et il va chaque fois adapter la règle de droit à l'évolution de la société. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une science. Il n'y aura pas des règles qui bloquent le système, non. La société s'adapte. Et le droit s'adapte avec la société. Donc l'essentiel, c'est que le droit positif doit couvrir toute la société, toutes les actions de la société. La vie des individus, de la naissance jusqu'à la mort et après. Comment? Il prépare la naissance de l'enfant. Avant sa naissance, comme on le verra. Et il prépare après la mort de l'individu. Comment? C'est lui qui s'occupe de l'héritage, de la distribution de l'héritage. Et il intervient dans l'époque actuelle. Le droit doit s'adapter, il évolue, il s'adapte à l'Internet, il s'adapte à l'ordinateur, il s'adapte aux réseaux sociaux, et ainsi de suite. Il ne peut pas laisser une case de pénombre ou d'ombre qui n'échappe au droit positif. Sinon, il n'est plus apte. Et comme il arrive à s'adapter, à se développer, à évoluer avec la société, il ne peut le faire que comme une science. Et donc, c'est une science. La production des règles de droit est une science. L'interprétation des règles de droit en est une autre. L'interprétation est un art.
parce que la règle de droit est une science dont sa production est un art dans son interprétation. Parce que le juge, le législateur, ne peut pas produire des règles très détaillées toujours. Souvent, il formule des règles générales. Et c'est au juriste d'interpréter la règle, d'en tirer, comme j'ai dit, un sens, puis un autre, et quelquefois de la même règle, on peut tirer des sens contradictoires. C'est ce que je disais tout à l'heure, toute la malice de l'avocat et du juriste est là. Et là, c'est le côté artistique dans la règle de droit. L'art d'interpréter la règle de droit, même par le juge. Il a un conflit, un problème auquel le législateur n'a pas pensé parce qu'il est nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher dans la jurisprudence, il va voir les sentences rendues dans les problèmes qui s'apparentent à ce problème nouveau. Et il doit interpréter, chercher quelque chose qui s'apparente et l'utiliser dans la solution du problème nouveau, le nouveau problème. Et à ce moment-là, il fait une prouesse d'artiste. C'est tout l'enjeu dans l'interprétation. Donc la règle de droit, le droit est une science dans sa production, où le produit, comme on dirait trivialement, à la chaîne. Vous avez le Parlement qui édicte des codes tous les jours, d'une façon systématique. Donc c'est une science, on ne fait pas n'importe quoi. Et sur les milliers de codes qui existent, ils ne sont pas contradictoires de façon à bloquer le système. Non. Comme on le verra, c'est une organisation donnée qu'il doit respecter. C'est un art parce que, comme je l'ai dit, l'enjeu à l'intérieur de la règle, la substance de la règle, c'est les possibilités d'interprétation qui sont mises en évidence. Et c'est toute la malice des juristes. Comment traduire ou interpréter le contenu d'une règle de façon différente chaque fois, selon les situations, selon les intérêts. En tant que juriste, je peux interpréter la même règle au profit d'un client aujourd'hui. Et le même sens peut être contre un autre client demain. Eh bien, je dois reformuler l'interprétation de la règle au profit du nouveau client. Bien sûr, il ne suffit pas. Ce n'est pas des vœux que l'exprime le juriste. Non. Il faudra que chaque fois, chercher la jurisprudence qui va étayer cette interprétation. Autrement dit, je vais dire par exemple, le tribunal de telle ville, il a jugé une affaire pareille, il a dit ceci, cela. Il y en a le tribunal de telle autre ville, la cour d'appel, elle a fait la même chose. Je soutiens mon interprétation. Et un autre jour, je vais donc chercher d'autres exemples pour étayer une autre interprétation. Là, c'est le côté, comme je l'ai dit, artistique. On reviendra plus tard donc, sur l'essentiel du cours, à savoir la théorie générale du droit positif. Merci de votre attention et à la prochaine.